Comment tu essayer de mettre comme ça? Bonjour tout le monde. Alors, on va attendre quelques petites minutes que les gens arrivent. Vous êtes bien au panel sur la préfiguration dans l'art et la politique, changer nos rapports aux solutions. Je m'appelle Vincent Beaulieu, puis à côté de moi, j'ai Noémie Fortin qui va présenter qui est l'autre panéliste de ce panel. Puis on a notre assistante Alix qui est avec nous, qui va nous joindre aussi pour la période de questions. Pour juste vous aviser, en fait, c'est une présentation préenregistrée. Puis, toutes les questions, finalement, vous pouvez, n'hésitez pas à écrire vos questions tout au long de la présentation, s'il y en a. Puis, à la fin de la présentation préenregistrée, on va prendre les questions, avoir un petit 20 minutes d'échange avant de mettre fin à la présentation. Alors, on devrait attendre jusqu'à 16h03 à peu près avant de partir la présentation. J'ai vu une main qui s'était levée. Ah ouais? Je pense pas. Oui. Ça, c'est... Non, c'est notre main. Non, OK. Il y en a plus. Très bien. La fameuse petite main ou les vieilles mains, c'est comme tellement des expressions étranges. En tout cas, présentation. Ça, c'est une main. Oui, ça, c'est une main levée. T'as déjà une question? Mais on n'a même pas commencé? C'est toi qui l'as dit. OK. Alors, on va partir ça et on se revoit après la vidéo pour la période de questions. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Vincent Beaulieu, puis je vais être votre animateur aujourd'hui pour ce panel sur la préfiguration dans l'art et la politique, changer nos rapports aux solutions. C'est un grand plaisir pour moi de prendre part pour une deuxième fois à la grande transition, puis je tiens d'emblée à remercier l'organisation de l'événement d'avoir permis le report de l'édition 2020. Pour présenter le contexte qui a mené à l'organisation de ce panel, en fait, depuis notre rencontre en 2012, Noémie et moi avons partagé plusieurs discussions, engagements et actions militantes. On échange quotidiennement sur nos sujets d'intérêt respectifs, mais on n'avait jamais croisé nos expertises de façon plus formelle. Donc, dans le but de briser les frontières entre les disciplines, puis de partager un projet commun de plus, on a décidé d'organiser ce panel. Pour présenter Noémie, elle travaille dans le monde de l'art actuel avec une pratique alliant l'écriture, le commissariat et l'éducation. Elle s'intéresse principalement à des projets artistiques en lien avec des considérations écologiques qui sortent des institutions pour entrer en interaction avec les territoires et les communautés, notamment dans les régions rurales. De mon côté, je m'intéresse à l'organisation de mouvements de justice sociale et plus particulièrement aux relations entre les différents groupes participants à ces mouvements. J'ai travaillé sur le respect de la diversité des tactiques en tant que norme organisationnelle solidaire, puis j'ai pris part à plusieurs mouvements de contestation tels que le Sommet des Amériques à Québec en 2001, plusieurs grèves étudiantes québécoises 2005, 2012, 2015, puis je me suis également impliqué dans des organisations comme l'IWW. Donc, le plan de la séance d'aujourd'hui. D'abord, une présentation de la préfiguration, hein, donc introduire le concept, puis proposer quelques définitions. Par après, je vais présenter des exemples d'actions préfiguratives. Ensuite, Noémie va introduire deux courants artistiques, soit l'art environnemental et l'art écologique. En réponse à quoi je vais aborder le paradoxe de la justice sociale et environnementale amené par une approche préfigurative.
Puis pour terminer, Noémie va nous partager une réflexion sur l'art préfiguratif et la fluidité des utopies. Donc, la préfiguration, qu'est-ce que c'est? L'apparition du concept, tel qu'il est utilisé dans le milieu contestataire aujourd'hui et dans les dernières décennies, dirons-nous, est attribuable à Carl Boggs et à son article de 1977, Marxism, Prefigurative Communism and the Problem of the Workers' Control. L'article de Boggs était une critique en fait à l'approche marxiste-léniniste qui, selon lui, est vouée à l'établissement de régimes autoritaires en vertu des moyens employés, donc dictature du prolétariat, pour quitter le paradigme capitaliste. Le concept a été critiqué notamment par Yuri Gordon, politicologue et journaliste, pour ses liens avec les concepts de divination et ou de destinée. Je vais aborder pourquoi ces critiques, bien que tout à fait pertinentes, peuvent être dépassées un peu, mais je vais aborder ça un peu plus loin dans la présentation. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée de la préfiguration, ça date pas d'hier. C'est un concept que plusieurs auteurs se sont penchés dessus. C'est aussi également un concept qui a été employé à différentes sauces et qu'au fil du temps, comme n'importe quel concept, ça a évolué, ça s'est transformé, puis ça s'est précisé de différentes façons. Il y a des auteurs qui nous sont plus contemporains que Carl Boggs qui nous proposent des définitions du concept telles que Benjamin Franks dans Prefiguration, dans son article en fait dédié au concept de préfiguration, paru dans son livre qu'on voit apparaître ici à gauche. La définition qu'il nous donne est la suivante. Bon, prefiguration in its most general form denotes an identity between anti-political methods and anti-political goals or ends. Donc, il y aurait une certaine identité entre les moyens employés puis les objectifs visés. On parle ici d'un lien d'identité, une cohérence. On voit la même chose ressortir aussi de la définition qui nous est offerte par Paul Rexted et Sofa Sayo-Gradin. Donc, we define prefigurative politics as the deliberate experimental implementation of desired future social relations and practices in the here and now. Donc, ici, ce qui est bien important, c'est le deliberate experimental implementation. Donc, c'est quelque chose qui est souhaité, qui est intentionnel dans notre approche, dans notre façon d'organiser le mouvement. Il y a également un futur qui est désiré. On a une intention, on a un objectif qu'on souhaite tendre vers, à tout le moins. Et l'implantation de ces pratiques-là sont ici et maintenant. Donc, on peut le comprendre finalement comme étant la réalisation actuelle, mais probablement et même assurément imparfaite, d'un idéal souhaité. En ce sens, la préfiguration se distinguerait en quelque sorte du conséquentialisme, au sens où elle soutient que les moyens doivent être cohérents avec la fin. Donc, c'est pas simplement signifiant que les conséquences des actions ne sont pas le seul élément à prendre en considération. Si je pousse un peu plus sur cette idée-là, donc les moyens, même l'évaluation en fait de l'efficacité d'un moyen ne sera pas le premier critère et l'unique critère pour considérer une méthode, une stratégie ou une action, mais bien également ce que ce moyen-là implique. Cependant, c'est pas une méthode qui serait exactement déontologique, au sens où l'action comme telle
est l'objectif, hein, que l'action devient l'objectif comme tel sans qu'il n'y ait aucune considération aux conséquences. Ce qui serait plus de l'ordre du déontologisme kantien. Donc, peu importe quelles sont les conséquences de mentir ou non, l'objectif à atteindre, c'est de ne pas mentir, puisque c'est un impératif de ne pas mentir. Et donc, puisque les moyens préfiguratifs ne sont pas une fin en soi, mais plutôt une partie intégrante de la fin, hein, les actions préfiguratives visent réellement la réalisation immédiate, ou du moins le plus à court terme possible, des conséquences souhaitées. C'est donc vraiment un hybride finalement entre une approche qui serait strictement conséquentialiste ou strictement déontologique. Comme il s'agit d'un concept qui est fortement ancré dans l'action, j'aimerais passer en revue quelques exemples de mouvements qui correspondent à des mouvements qui sont préfiguratifs. À cause de son importance dans la littérature sur le sujet de la préfiguration, je me dois de débuter par mentionner le soulèvement zapatiste. Ce mouvement de lutte pour l'émancipation des communautés autochtones de la région du Chiapas au Mexique a mis en place une organisation communautaire en dépit d'obtenir la reconnaissance de son autonomie politique par les autorités du Mexique. Ce mouvement, évidemment, n'est pas parfait, mais il est considéré par plusieurs comme un bon exemple de préfiguration d'un modèle social décolonisé et féministe. J'irai pas plus en profondeur, en fait, dans l'analyse de ce mouvement pour la raison suivante. En tant qu'homme blanc, c'est pas ma place, et donc, par conséquent, c'est pas non plus mon champ d'expertise. Je vais donc laisser le soin à d'autres personnes mieux placées que moi de faire ce travail. Je trouvais toutefois qu'il était important de l'ajouter à la liste à cause de la place qu'il occupe sur la ligne du temps et à cause de sa durée. Tel que mentionné dans l'image, le mouvement célébrait 20 ans de lutte en 2014, ce qui fait au-dessus de 30 ans d'existence aujourd'hui. Le prochain exemple dans ma liste est celui du quartier Exarchia à Athènes, en Grèce. En 2008, au cœur de la crise économique, un adolescent est tué par la police dans une manifestation contre les mesures d'austérité. Puis cet incident génère plusieurs émeutes et alimente la mobilisation qui était déjà présente, qui mène à la création de plusieurs organisations d'entraide communautaire dans ce quartier d'Athènes. Exarchia va voir plusieurs initiatives préfiguratives d'un modèle post-capitaliste et anti-autoritaire. Par exemple, les guichets automatiques du quartier sont systématiquement vandalisés et rendus inutilisables, tout comme les grandes chaînes et les multinationales qui avaient pignon sur rue dans le quartier ont quitté à force de se faire fracasser leurs vitrines systématiquement. Comme la Grèce aussi est une des portes d'entrée vers l'Europe, il y a plusieurs initiatives dans ce quartier qui concernent l'accueil des réfugiés dits illégaux. Ces initiatives présentes dans le quartier d'Exarchia viennent et vont, évidemment, mais encore à ce jour, il existe des dispensaires communautaires autogérés, des bibliothèques et des soupes populaires, une multitude d'organisations communautaires qui préfigurent en fait au sein même d'un État qui n'est pas reconnu aujourd'hui pour être un gouvernement qu'on peut qualifier de gauche ou avec des valeurs sociales très profondes. Et donc, ce quartier réalise, en dépit de son contexte politique et économique, une utopie, une version d'une utopie post-capitaliste et anti-autoritaire. Un autre exemple ayant des liens avec la crise économique de 2008 est, sans contredit, Occupy Wall Street,
qui a pris place plus précisément le camp du parc Zuccotti à New York. Donc, 3 ans après la crise économique de 2008, plusieurs ont eu l'impression que rien n'avait changé pour le 1% le plus riche, alors que le reste, le 99%, devait subir des mesures d'austérité. Si on résume ça abruptement, c'est un peu l'essence du mouvement Occupy. Ce mouvement a eu plusieurs itérations sous de nombreuses formes dans le monde. Pour ce qui est du groupe de Zuccotti Park à New York, il y avait plusieurs aspects que l'on peut qualifier de préfiguratifs d'un paradigme social différent. Donc, dans un premier temps, un rejet des mécanismes institutionnalisés de réforme sociale, c'est-à-dire pas d'affiliation politique ni syndicale, pas de leader officiel et pas de demande claire auprès des autorités. C'est d'ailleurs ce qui a été reproché dans les plus grands médias face à ce mouvement, c'était qu'il n'y avait pas une liste de demandes ou que les autorités ne pouvaient pas être en dialogue avec des interlocuteurs clairs. En fait, personne ne voulait parler au nom du mouvement. Le mouvement était décentralisé dans son essence. Également, l'occupation du parc était en soi la réalisation d'une zone post-capitaliste de démocratie directe. Les décisions se prenaient en assemblée, il y avait des assemblées régulièrement, des initiatives communautaires telles que des soupes populaires, des universités communautaires aussi, des cours où certains participants et participantes du camp offraient des cours sur des connaissances pour partager les connaissances, partager un savoir, essayer de s'organiser comme communauté. Et en plus, considérant le fait que le parc n'appartenait pas, il n'y avait pas de propriété de terrain, hein, c'est un parc public, c'est la ville. Donc, les notions de propriété privée, propriété personnelle, évidemment, bon, les tentes personnelles à chacun, mais il n'y avait pas de propriété privée sur le parc comme tel. C'était un espace, ça a pris lieu en fait sur un espace qui est essentiellement un espace public partagé. Occupy a d'ailleurs généré plusieurs initiatives basées sur le mutualisme, hein, donc des coopératives, des associations qui existent encore aujourd'hui, qui sortent du modèle dominant, qui ont été motivés finalement par la participation à cet événement qui était préfiguratif d'une sortie du capitalisme en quelque sorte, hein, qui a été initié par un ras-le-bol, mais le parc comme tel ou l'occupation du parc était plus qu'une contestation simple au sein même de cet événement-là, il y avait des propositions de faire autrement. D'ailleurs, hein, c'est relié à ne pas avoir de demande claire. L'objectif n'était pas que les autorités, tant que ça, changent quelque chose, mais plutôt de créer dans l'immédiat un paradigme différent, de le générer à partir de ce parc-là, à partir de cette expérience-là, sans avoir à passer par les courroies de transmission institutionnelles qui sont habituellement les objectifs de plusieurs mouvements qui sont en réaction ou des mouvements de justice sociale, plus souvent qu'autrement, tendent à se terminer hein, lorsque l'appareil étatique a pris compte ou a du moins offert une tribune à les différents groupes pour s'exprimer, pour exprimer leurs demandes et par un processus de réforme quand même relativement lent, mais intégré et organisé en fait, étant partie prenante de l'institution étatique, a pris et a absorbé finalement ces demandes, puis ça se résulte en des résultats plus ou moins satisfaisants selon les participants. Là, c'était pas l'objectif pour les occupants
du parc, sûrement pour certains, mais ce qui ressortait finalement de ces assemblées-là, ce n'était pas c'était d'essayer d'être en cassure avec la norme finalement des soulèvements populaires qui résulte finalement à être récupéré par des partis politiques à la prochaine campagne. Et finalement, on oublie un peu c'était quoi la raison d'être du mouvement. C'est souvent des critiques qui reviennent. Donc, Occupy Wall Street était surtout l'occupation, le camp du parc Zuccotti est considéré comme un bon exemple de préfiguration puisque on sortait vraiment, on ne dépendait pas des systèmes ou de l'organisation déjà en place, mais on essayait de construire une utopie différente à l'intérieur même de ce système. Donc, le dernier exemple que j'aimerais aborder est celui des ZAD, la zone à défendre, ou encore la zone autonome définitive, telle que l'acronyme a évolué au fil de la contestation. Le projet, les ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en fait, c'est un mouvement qui a émergé en réaction à un projet de construction d'un aéroport au nord de Paris, donc à Notre-Dame-des-Landes. Le projet de construction a donc mené à l'expropriation de la zone qui est devenue la zone à défendre, telle qu'on peut la voir dans la carte en haut à gauche. Et à partir de ces terrains-là, les opposants au projet d'aéroport se sont réappropriés, en fait, les terres expropriées dans le but d'occuper le terrain pour, d'une part, prévenir la construction de l'aéroport qui était contesté, et d'autre part, de réinvestir ce territoire qui finalement, il faut comprendre que c'est un projet qui a été étalé sur plusieurs années, donc territoire qui était laissé pour compte et qui était plus utilisé et qui n'était pas accessible non plus à la population. Les gens ne pouvaient pas réacheter ou avoir accès au terrain. Et donc, le mouvement de contestation, les personnes à l'intérieur de ce mouvement ont réinvesti la zone en entier dans différents projets, différentes constructions et différentes occupations. Donc, comme on peut voir à la photo en haut à droite, il y a des constructions d'habitation qui ont été faites sur le territoire et des constructions de plus grandes envergures qui représentaient plus des centres communautaires ou des lieux de rassemblement pour la communauté qui occupait la ZAD. Ce mouvement-là a passé les deux phases un peu de la préfiguration, c'est-à-dire pas seulement contester, mais aussi les propositions. Hein. Donc, on conteste tout en proposant. Donc, on s'oppose tout en proposant, dis-je. Les constructions comme telles, si on en vient vraiment juste à l'aspect, si je m'attarde un peu sur les images que je présente, les constructions comme telles, la façon dont elles ont été, les matériaux qui ont été utilisés étaient dans une idée de revaloriser des matériaux qui, généralement, dans le modèle dominant, sont considérés comme des déchets, donc non plus de valeur de construction. C'était, en ce sens, un acte préfiguratif, finalement, d'un modèle social moins productiviste et plus orienté sur l'utilisation, la réutilisation et la revalorisation de matériaux qui existent déjà, qui sont présents dans notre écosystème, qui ont été produits et qui ne sont pas utilisés finalement à leur plein potentiel.
Donc, il y a ce côté-là qui était préfiguratif finalement d'un monde post-industriel, post-productiviste. L'organisation comme telle des ZAD était également sous la forme qui ressemble plus à de la démocratie directe, hein. Finalement, ils avaient des assemblées, ils se réunissaient, puis des conseils. Il n'y avait pas de représentants uniques ou de forte hiérarchie entre les participants de la ZAD. Et donc, ce modèle-là aussi préfigurait une société autre, hein, une société moins centralisée et plus ouverte finalement et plus décentralisée. Il y a aussi la question de l'autosuffisance. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est des projets d'habitation, le centre communautaire, mais il y avait aussi également des projets d'agriculture, de micro-fermes pour subvenir aux besoins des occupants de la ZAD. Et donc, plutôt que de s'en aller vers un modèle de petite ferme qui produisent à haut volume pour la vente et pour le profit tel qu'est le modèle actuel, c'était vraiment des modèles un modèle d'agriculture autosuffisant. Donc, c'était simplement pour subvenir aux besoins, de façon prioritaire, aux besoins des occupants de la ZAD. Et donc, en ce sens, c'est un excellent exemple, selon moi, d'un mouvement qui préfigure une société autre dans le ici et maintenant. Hein, si on revient à la définition que je montrais plus tôt, ce mouvement s'est opposé à la construction d'un aéroport et a proposé un modèle social autre qui soit plus en harmonie avec l'écosystème dans lequel il se trouve et qui a des modèles, des organisations sociales plus horizontales et plus équitables finalement. Ainsi, pour résumer, la préfiguration, c'est l'expérimentation actuelle d'un idéal souhaité. En contrepartie, ce n'est pas l'atteinte d'une utopie par tous les moyens, ni le respect rigoureux de principes théoriques définis. On peut retrouver des exemples d'approches qui ne sont pas préfiguratives dans plusieurs mouvements différents, notamment dans le mouvement environnementaliste. Alors, un exemple d'approche non préfiguratif serait la bourse du carbone. Pour faire un profit sur la vente d'un droit de polluer, ça ne préfigure pas un système économique écologiquement soutenable. Un autre exemple, l'électrification du transport individuel ne préfigure pas une organisation sociale où les communautés sont intégrées à l'écosystème qu'elles habitent. Hein, ça ne prévient pas l'étalement urbain. Et même dans la contestation, des manifestations centralisées où tout le monde se déplace en voiture au même endroit pour faire pression sur des structures de pouvoir conçues par un modèle extractiviste, ça ne préfigure pas un modèle politique sensible aux enjeux environnementaux. Tout comme d'utiliser son privilège blanc pour parler au nom d'une génération au complet à des instances issues de l'impérialisme, ça ne préfigure pas un modèle de justice environnementale. En fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que ces moyens et ces approches sont plutôt orientés vers une utopie ou un modèle idéal qui est celui de protéger la nature, de sauver la planète. C'est des discours qu'on entend souvent. Et peu importe les moyens employés, en fait, du moment qui nous mène vers cette utopie qui est la protection de la nature ou de la sauvegarde de l'environnement. Il semble donc qu'on soit dans une approche qui est plutôt conséquentialiste que une approche qui pourrait être compatible avec la préfiguration. Merci Vincent pour ce tour d'horizon sur les pratiques militantes préfiguratives.
Donc, on entame maintenant le second volet de cette présentation, dans lequel je tenterai de faire le pont entre la théorie de la préfiguration et différentes pratiques en art actuel écologique. Dans un contexte de transition écologique, différentes pratiques et formes d'art peuvent jouer un rôle dans la réalisation des utopies qui sont mises de l'avant par le mouvement environnementaliste. Alors que certaines de ces formes artistiques sont cloisonnées dans une critique de la réalité présente, d'autres préfigurent un monde socialement, économiquement et écologiquement plus soutenable et équitable. Afin de mieux s'y retrouver, je propose de définir différents courants qui allient art et enjeux écologiques, à commencer par l'art environnemental qui est apparu aux États-Unis à la fin des années 60. En fait, l'art environnemental décrit de façon générique un procédé artistique où l'artiste entre en dialogue direct avec l'environnement. C'est un terme qui englobe une panoplie de pratiques tant historiques que contemporaines, et il évoque davantage une catégorie qui demande à être précisée. Alors, les premiers pas de l'art environnemental sont liés à des créations sculpturales qui sont réalisées in situ, c'est-à-dire dehors, et directement sur un site dit naturel, souvent en utilisant des matériaux à portée de main. Ce type de pratique appelée land art amène les artistes à l'extérieur du studio pour réaliser des œuvres non pas à propos de la nature, mais bien au cœur de celle-ci. Néanmoins, les réalisations qui en découlent sont souvent monumentales, spectaculaires, et adoptent une approche unilatérale qui fait fi de la complexité des sites sur lesquels elles se déploient. Ainsi, les dimensions sociales, coloniales ou encore les relations interespèces sont souvent occultées du message véhiculé par les œuvres du land art. Et encore, ces œuvres s'attardent souvent au message sans adopter des méthodes qui préfigurent la réalisation de l'utopie défendue. Par exemple, cette célèbre œuvre du land art réalisée par Robert Smithson en 1969 et intitulée Asphalt Rundown peut être lue comme une critique de l'industrialisation et des matériaux polluants auxquels elle fait appel, comme l'asphalte, mais en formulant une telle critique par l'utilisation et le déversement de ce matériau toxique dans un environnement dit naturel, cette œuvre ne préfigure en aucun cas un monde plus écologique dans lequel des matériaux moins nocifs sont primés. Cela dit, le land art et ses œuvres monumentales ne détiennent pas le monopole de l'art environnemental non préfiguratif. Des pratiques plus récentes adoptent des stratégies tout aussi problématiques pour atteindre des visées a priori écologistes. C'est le cas par exemple de l'artiste canadien Edward Burtynsky, bien connu pour sa pratique en photographie environnementale, qui offre un portrait désolant de différents systèmes polluants et d'environnements pollués. Ces photographies grand format donnent à voir des sites miniers, des cours d'eau contaminés ou asséchés, ainsi que des champs pétroliers, comme dans la série Oil qu'on voit à l'écran. Ces œuvres sont sans contredit dénonciatrices des projets industriels qu'elles représentent et qui font partie d'un système pétrocapitaliste, mais leur posture ainsi que les moyens utilisés pour leur création ne préfigurent pas la sortie de ce système. Au contraire, elles en dépendent. L'artiste voyage partout dans le monde pour capturer ces images monumentales depuis l'intérieur d'hélicoptères, qui sont évidemment alimentés par l'industrie pétrolière. Le point de vue à vol d'oiseau ainsi généré instaure une distanciation entre l'artiste et le sujet de la photographie, soit des projets industriels et leurs effets néfastes sur l'environnement. Dans sa plus récente série nommée Anthropocène, Burtynsky recense différentes décharges, mines et autoroutes qu'il présente par des images empreintes de sublime, qui ont un effet qui est indéniablement esthétisant sur les sujets dénoncés. À ce sujet, l'historienne d'art Bénédicte Ramade commente l'exposition et pose le problème d'un tel point de vue. Elle questionne. Peut-on encore en appeler aux mêmes ressorts visuels qui n'ont rien donné depuis l'essor de la photographie environnementale dans les années 1970? Les vues aériennes, les suraccumulations d'objets traduisant la surconsommation, la beauté de la pollution chimique, les ciels saturés d'émanations nocives, l'activation d'un sublime technologique sont-ils les seuls ressorts possibles pour visualiser l'Anthropocène? Cette distance que le photographe prend avec son sujet place le public en retrait devant un spectacle horrifiant. Dans la galerie, en se tenant devant une de ces photographies magnifiées faisant souvent jusqu'à 7 mètres carrés, on se désole de la situation depuis l'extérieur, impuissant. Malheureusement, en plus de participer au système qu'elle dénonce et de perpétuer un modèle extractiviste, ces images n'inspirent pas une prise d'action, mais plutôt un désengagement qui est causé par la distance géographique et temporelle avec un sujet complètement désincarné. Finalement, il faudra bien plus que les compensations carbone payées par l'artiste pour effacer les impacts de son travail sur l'environnement
et tendent vers une pratique plus préfigurative. L'artiste islandais-danois Olafur Eliasson est plutôt connu pour ses œuvres sculpturales et installatives qui demandent souvent la participation du public pour être activées. Sa pratique est très diversifiée et toutes les œuvres qu'il crée ne contiennent pas nécessairement un message environnemental, mais aujourd'hui je vais me concentrer sur une série en particulier intitulée Ice Watch. Ce projet se décline en 3 volets, avec une première itération à Copenhague en 2014, une autre à Paris en 2015 et une dernière installée à Londres en 2018. La motivation derrière ce projet était de sensibiliser le public au changement climatique en transportant à chaque fois une douzaine d'icebergs flottant dans un fjord au Groenland, où ils étaient récoltés et envoyés jusque dans les villes choisies. Pour chacune des installations, les blocs de glace faisant chacun entre 1 et 5 tonnes étaient disposés dans un motif de cadran sur une place publique, faisant écho à l'urgence de la crise des changements climatiques. Eliasson a installé chacune des itérations en marge de grandes conférences et de dépôt des rapports sur les changements climatiques, tels qu'en 2015 à la place du Panthéon de Paris qu'on voit à droite, pendant la COP 21. À la différence du travail de Burtynsky, ce projet est installé dans l'espace public sur une base relationnelle qui permet un contact, dans le sens où le public est invité à entrer en relation avec l'œuvre et les matériaux qui la constituent. Et donc, l'expérience de s'approcher d'un iceberg, d'y toucher ou même de l'enlacer a certainement une valeur pour le public présent qui a pu entrer en contact avec eux, et a sans doute dû susciter chez eux une sensibilisation active aux problématiques dénoncées. Néanmoins, même si l'œuvre peut sembler atteindre son but lorsqu'on regarde par exemple des enfants qui contemplent les morceaux de glace avec une expression d'émerveillement, il n'en reste pas moins que de transporter les dits icebergs sur des distances de milliers de kilomètres à l'aide d'un bateau et de camions ne préfigure pas un monde où les changements climatiques sont choses du passé, soit le message qui est rattaché à l'œuvre. Cela dit, le reproche de l'artiste environnementaliste qui contribue à un système pollueur s'étend évidemment au-delà des pratiques d'Eliasson et de Burtynsky. Plusieurs autres prennent le blanc. Il faut néanmoins nuancer le propos et se rappeler que les pratiques préfiguratives ne demandent pas des actions parfaites et irréprochables, mais doivent plutôt tendre à réaliser l'utopie visée à travers les moyens employés. En réponse à ces pratiques environnementales non préfiguratives, je propose d'explorer des projets d'art écologique. Donc, pour une petite mise en contexte, l'art écologique a fait ses débuts en parallèle au land art dans les années 60, mais n'a pas connu une aussi grande popularité. Et à la différence du land art, l'art écologique désigne des pratiques de restauration, qui visent la préservation ou la réhabilitation de différentes formes de vie et écosystèmes, mais qui passent plutôt par des interventions sociales ou militantes, et qui impliquent des communautés locales. C'est pas vraiment une forme d'art en soi, mais plutôt une école de pensée qui répond à une série de principes. L'art écologique a aussi de particulier une base collaborative qui implique des artistes avec des scientifiques, des naturalistes, des philosophes et différents membres de la communauté dans laquelle ils interviennent. Et plus souvent qu'autrement, la motivation qui sous-tend ces projets en est une d'éducation relative à l'environnement. Donc, pour toutes ces raisons, les pratiques d'art écologique ont le potentiel de préfigurer l'utopie qu'elles visent. Je vais vous présenter 2 gros projets qui, selon moi, sont de bons exemples de préfiguration, à commencer par le Outdoor School qu'on voit ici. C'est une initiative qui a été lancée en 2010 par l'artiste Diane Borsato et son partenaire, l'auteur et commissaire Anish Morel. On les voit d'ailleurs sur cette image, en compagnie de leur fils Félix, lors d'un événement d'identification de champignons organisé dans le cadre d'une exposition faisant partie du projet Outdoor School en 2016. On voit ici une autre vue de l'exposition lorsque l'espace de la galerie n'est pas activé par un événement ou par une performance. C'est un projet qui a pris de nombreuses formes, dont des événements en forêt, des expositions en galerie comme celle-ci, des résidences en montagne et la sortie récente d'un livre collaboratif. Depuis plus de 10 ans, le projet Outdoor School offre un cadre aux artistes interdisciplinaires pour se réunir et partager des projets qui réimaginent les modes de relation avec le territoire. Les projets artistiques expérientiels et communautaires présentés offrent une alternative aux conceptions scientifiques, commerciales et coloniales de la Terre. À travers des pratiques artistiques sensibles qui comprennent des activités éclectiques telles que la cueillette de champignons, l'identification de nuages, l'extraction de miel et même la conjuration de sorts, le projet attire notre attention sur des œuvres créatives qui sont axées sur l'éducation, la communauté et le lieu.
Ces projets brouillent les frontières entre l'art et la vie, entre la nature et la culture. Bien, évidemment, avec un si gros projet, j'aurai pas le temps de tout couvrir aujourd'hui, alors je vais surtout me concentrer sur la pratique de Diane Borsato. Diane Borsato est une artiste de Toronto qui a développé une pratique artistique située, sociale et extrêmement collaborative, souvent en créant des rencontres improbables entre des scientifiques, des artistes contemporains, des naturalistes et des membres de différentes communautés. Ici, on voit des images du projet Terrestrial Celestial, dans le cadre duquel elle a organisé une action performance impliquant des groupes d'astronomes et de mycologues amateurs. Pendant une journée et une nuit, les membres de ces groupes respectifs ont échangé leurs connaissances sur le monde des champignons et sur le ciel étoilé. Ce n'est pas son seul projet qui implique la participation de groupes de mycologues amateurs, probablement parce que l'artiste elle-même s'adonne à la cueillette de champignons depuis des années. Le projet Chinatown Foray a pris place à 2 reprises à Toronto et à New York et invitait ces groupes à faire une randonnée urbaine dans les quartiers chinois de ces villes respectives pour partir à la recherche de champignons dans des supermarchés chinois. Cette sortie a donné lieu, encore une fois, à des échanges de connaissances autour des champignons, notamment sur leur identification et leurs appellations dans différentes langues, mais aussi sur leurs utilisations. Ce déplacement du procédé normal de la cueillette de champignons qui se fait habituellement en forêt souligne le fait que l'art écologique ne se pratique pas seulement sur des sites dits naturels, mais aussi en plein environnement urbain. En plus de collaborer avec des scientifiques et des naturalistes, Borsato invite des éducateurs, des éducatrices et des membres de communautés autochtones à participer à ces projets artistiques qui tournent autour d'échanges de connaissances situés sur le territoire. Donc, dans le cadre de All the Names for Everything qu'on voit maintenant à l'écran, l'artiste a invité le public à la suivre dans une randonnée en forêt avec des spécialistes forestiers et botaniques qui, eux, parlaient des noms anglais de certaines plantes rencontrées sur les sentiers, alors qu'une membre de la communauté autochtone Mohawk a présenté les connexions médicinales et spirituelles des plantes et leurs noms en Mohawk. Un chercheur autochtone basé dans la communauté a quant à lui discuté des noms des lieux, de l'histoire et de la présence continue des peuples autochtones dans la région. Cette décentralisation des savoirs et de l'autorité attachée au rôle de l'artiste contribue à créer une expérience directe de sensibilisation et d'éducation d'un territoire donné et de ses enjeux particuliers. Finalement, je souhaite aussi vous présenter rapidement une œuvre récente qui fait partie de Outdoor School sur un projet d'art public dans la ville de Mississauga, en Ontario. Pour Orchard, ce projet, Diane Borsato a convaincu la ville de planter une douzaine de variétés de pommiers pour établir un verger avec des pommes négligées ou en voie de disparition, des variétés traditionnelles que plus personne ne connaît, des pommes curieuses avec des saveurs intéressantes, d'autres qui ont développé des mécanismes de défense et qui vont survivre longtemps. Et les pommes ont toutes été sélectionnées également en termes de couleur et de texture. Comme ce projet en est un d'art public, la ville est donc responsable d'en assurer l'entretien, et l'artiste assure donc la pérennité des espèces qu'elle a sélectionnées. En parallèle à l'action de planter ces arbres, Diane Borsato a organisé un événement d'éducation et de dégustation de pommes qui pousseront dans ses vergers artistiques dans les prochaines années. On peut voir cet événement sur la droite. Avec les mêmes visées, l'artiste aurait pu se déplacer partout dans le monde pour documenter toutes les pommes qui l'intéressaient, mais son approche située, avec sa portée éducative et radicalement active, est davantage préfigurative de la préservation de ces variétés de pommes hors du commun. Avant de repasser la parole à Vincent, je souhaite vous parler d'un collectif formé d'artistes, de scientifiques et de gens issus des milieux académiques et culturels qui sont réunis sous le nom de Synthetic Collective. Les membres du collectif travaillent ensemble selon une structure horizontale pour échantillonner, cartographier, comprendre et visualiser la complexité de la pollution plastique dans la région des Grands Lacs. Je m'intéresse particulièrement à leur structure organisationnelle qui repose sur une réelle transdisciplinarité entre les domaines artistiques et scientifiques et dans laquelle les membres prennent part aux différentes activités de recherche et de création. En gros, ce que ça veut dire, c'est que des artistes coécrivent des articles scientifiques comme celui à l'écran, des travailleurs et des travailleuses culturelles font l'échantillonnage de granules de plastique sur une plage, comme on peut voir sur l'image de gauche, et des scientifiques participent au commissariat d'une exposition en art visuel. À l'automne 2021, le collectif présentera l'exposition Plastic Heart Surface All the Way Through
au Art Museum de l'Université de Toronto. Et c'est surtout cette exposition qui m'intéresse dans le cadre de cette analyse depuis un point de vue préfiguratif. Donc, en rassemblant des œuvres historiques et contemporaines aux côtés de dispositifs de visualisation de données scientifiques dans une galerie d'art, le Synthetic Collective cherche à faire valoir l'apport de la pensée et des pratiques artistiques au champ de la science et de l'activisme environnemental. Mais au-delà de ce cadre conceptuel extrêmement riche, cette exposition mobilise également des pratiques de critique institutionnelle et propose une méthode alternative de développement et de présentation d'expositions qui aborde l'écologie et la durabilité autant dans le contenu que dans la forme. En d'autres mots, l'exposition questionne ses propres modes de production en reconnaissant la dépendance du monde de l'art, des galeries et des musées, à des pratiques qui sont nocives pour l'environnement. Concrètement, ça veut dire que le Synthetic Collective tente activement de générer une empreinte écologique aussi petite que possible, entre autres en ne repeignant pas les murs de la galerie avant l'exposition, en travaillant avec une collection et des artistes locaux, et en trouvant une alternative au plastique dans les matériaux qui composent les éléments didactiques et les mobiliers de l'exposition. Je vais m'arrêter ici pour l'instant et je me concentrerai sur une des œuvres faisant partie de l'exposition Plastic Art Surface All the Way Through en conclusion de cette présentation. La préfiguration de certaines idéologies entraîne un certain paradoxe. Contrairement au fait qu'il est relativement simple de préfigurer des modèles oppressifs, si on souhaite établir une dictature et qu'on s'organise de façon ultra-hiérarchique, on est en train de préfigurer finalement notre modèle oppressif. Donc, la majorité des coups d'État faits par des groupes militaires mènent généralement à des modèles sociaux qui sont relativement dictatoriaux ou du moins très hiérarchisés. On peut comprendre, si on le regarde avec la lunette de la préfiguration, que tout au long du mouvement, si l'on s'organise avec des grades et des statuts très hiérarchiques, qu'on est en train un peu de préfigurer un modèle social également hiérarchique et fort probablement oppressif. De la même façon, le modèle social présent, celui dans lequel on se trouve, est continuellement préfiguré par des mouvements qui sont plutôt réformistes dans leur approche. Si on se sert des courroies de transmission institutionnalisées pour apporter des transformations progressives et relativement mineures au modèle social dans lequel on se trouve, on tend à préfigurer finalement un modèle qui se réforme au fur et à mesure en suivant certaines conventions et certains mécanismes qui demeurent finalement dans la même structure sociale. Toutefois, lorsqu'on essaie de préfigurer une justice sociale et une justice environnementale, il y a définitivement une espèce de paradoxe qui s'insère. Parce que, bon, tout d'abord, comment s'entendre autour de l'utopie à réaliser? Comment convaincre tout le monde que notre utopie est celle qui est davantage utopique, si on pourrait dire, celle qui est la meilleure, celle qui prend en compte le plus d'enjeux, celle qui est le moins problématique. Puis, dans cette espèce de concours de popularité, comment est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas retomber dans des structures d'oppression et d'exploitation? Comment ne pas imposer son modèle utopique sur les autres groupes qui expriment une même volonté de changement? Et si on laisse de côté même la question de l'unanimité face à l'utopie, comment identifier ces utopies? Comment choisir le bon modèle à préfigurer? Comment être certain que le modèle que nous préfigurons n'est pas problématique et ou ne le deviendra pas au fil du temps? Comment s'assurer que notre modèle prend en compte l'ensemble des enjeux sociaux et environnementaux et qu'il se maintienne une utopie à préfigurer? Considérant que la justice sociale et la justice environnementale sont des concepts
complexes, qui sont également en constante transformation. Ainsi, il existe plusieurs modèles et plusieurs utopies. En fait, certains pourraient dire que c'est l'anarchie parmi les modèles et les utopies, tellement il y en a. Bon, l'anarchie, c'est une idée intéressante, en fait, sur laquelle j'aimerais élaborer davantage la question de la préfiguration. Si on essentialise à outrance, disons, le courant philosophique anarchiste, on pourrait le résumer par le scepticisme systématique envers toute forme d'autorité. Bon, puis il s'agit encore d'une simplification, mais l'anti-autoritarisme, ce scepticisme systématique, considère l'autorité, on peut le définir comme que l'anti-autoritarisme considère l'autorité comme étant, de façon générale, une nuisance à l'épanouissement du potentiel humain. Donc, pour résumer, si toute forme d'autorité doit être ardemment justifiée et continuellement réévaluée afin d'être tolérée. Bon, si on applique cette vision aux utopies que l'on souhaite préfigurer, c'est-à-dire d'apporter une vision anti-autoritariste à la préfiguration. Mais le problème de convaincre tout le monde que notre utopie est la meilleure semble perdre beaucoup d'importance. Comme la victoire d'un modèle social sur un autre n'est pas un moyen dans ce contexte, ni une fin qui soit cohérente. La compétition entre les utopies semble désuète. On pourrait alors voir des différents modèles s'influencer mutuellement, tels qu'ils le font généralement. Je veux pas dire que je ne prétends pas que les modèles sociaux ou les utopies ne s'influencent pas mutuellement. Toutefois, si on sort cette idée de compétition et cette idée de recherche d'unanimité sur le modèle social à mettre de l'avant, bien, il semble que cette influence mutuelle pourrait être plus prononcée. On serait moins dans la compétition, essayer de défaire le modèle avec lequel on n'est pas d'accord et si on n'est pas en train d'essayer de rallier les gens qui supportent ce modèle à notre modèle. Ce qui veut donc dire que l'on accepte qu'il y ait une diversité d'utopies, puis que ces utopies elles-mêmes soient en transformation constante. Ce faisant, la pression d'arriver à ces utopies, cette pression-là mène généralement à la justification de moyens problématiques, tels que je mentionnais un peu face aux approches non préfiguratives du mouvement environnementaliste, que j'ai qualifié de conséquentialiste. C'est cette pression d'arriver à ces utopies. On a l'urgence climatique, on doit sauver la planète, et donc peu importe le moyen qu'on emploie, tant que notre objectif est louable, on vient le justifier. Bien, s'il n'y a pas de pression à arriver à l'utopie, puisque notre utopie est autre, c'est pas simplement, si l'utopie n'est pas simplement de régler la crise climatique, mais plutôt d'apporter, de travailler à l'avènement d'un modèle soutenable, d'un modèle qui ne nous mènera pas vers un mur climatique clair ou une société oppressive. Bien, si cette pression-là se dissipe en fait lorsqu'on accepte qu'il y a une diversité d'utopies, puis que ces utopies sont en transformation constante, on n'arrivera jamais à l'atteinte de nos utopies, simplement parce que les utopies se transforment. Notre modèle social idéal va se transformer au fur et à mesure que l'on se rapproche de son atteinte. Un peu comme un mirage, on peut penser à l'image d'un mirage. L'utopie est ce mirage. On n'y arrivera jamais, simplement parce que il s'éloigne de nous au fur et à mesure qu'on s'en rapproche.
de la même façon que nos utopies doivent se transformer et s'adapter aux enjeux qui font face et aux enjeux qui apparaissent. Donc, et inversement, en fait, comme l'utopie parfaite ne peut pas exister, il semble qu'il soit également impossible de préfigurer parfaitement ces utopies. Hein, les moyens seront toujours une approximation d'un résultat incertain, ce qui implique qu'on doit se lancer dans l'expérimentation avant d'avoir une modélisation complète de ce que l'on veut préfigurer. Comme Vincent l'explique, l'expérimentation permet de ne pas être pris dans un modèle d'utopie fixe, et les projets d'art écologique dont je vous ai parlé comprennent différentes formes d'expérimentation. En travaillant à travers différentes disciplines et avec des membres de différentes communautés, les artistes ne peuvent pas faire autrement que d'expérimenter. Ces projets d'art écologique préfiguratifs tendent vers la réalisation d'une utopie qui est en constante évolution, soit la participation à la continuation d'une biodiversité. Ils le font avec des visées éducatives et communautaires, en adoptant une approche située et expérientielle qui n'est pas dans un mode de production, mais plutôt dans une relation directe, dans le partage et dans la durée. Je terminerai avec un dernier projet, celui de l'artiste d'Edmonton Christina Battle, qui est intitulé The Community is not a haphazard collection of individuals et qui fait partie de l'exposition Plastic Art Surface All the Way Through organisée par le Synthetic Collective. Ce projet est actuellement en cours, donc on ne peut pas encore en connaître l'issue, mais l'idée de départ de l'artiste est de disséminer des graines de plantes ayant un pouvoir de phytorémédiation, c'est-à-dire des plantes qui aident à dépolluer les sols, à épurer les eaux usées ou à assainir l'air. C'est un projet participatif qui examine les façons dont les plantes nous aident à assainir les terres touchées par l'industrie pétrochimique, tout en se demandant comment nous pourrions les soutenir en retour. L'artiste a monté un site web qu'on voit à l'écran qui est très informatif sur le sujet et a lancé une invitation aux membres des communautés vivant dans les régions où l'industrie canadienne du plastique se concentre, soit en Ontario, en Alberta et au Québec. Les participants et les participantes sont invités à réfléchir ensemble à distance à des stratégies permettant de travailler avec les plantes d'une manière qui les soutienne davantage. Il ne s'agit donc plus de les considérer comme une technologie exécutant une tâche, mais plutôt comme des collaborateurs. Après s'être engagé à participer au projet via le site web, on reçoit par courrier un Natural Plant Community Toolkit. Chaque paquet contient des graines susceptibles de faciliter la phytorémédiation des sites contaminés par des hydrocarbures pétroliers. En s'inscrivant au projet, les participants et les participantes s'engagent à planter leurs graines à l'endroit de leur choix, en le décrivant sommairement à l'artiste qui puise dans sa collection de semences et tente de répondre au mieux aux besoins du site et de trouver l'environnement idéal pour ces graines. J'ai reçu mon paquet dans le courrier il y a quelques jours. La prochaine étape consiste donc à planter les graines et à suivre le processus de croissance tout au long de l'été et à partager l'évolution avec l'artiste via les réseaux sociaux, mais aussi avec des cartes postales préaffranchies qui sont fournies dans mon paquet, qu'on voit ici à l'écran. De mon côté, je planterai les graines dans ma ville natale, aux abords du lac Mégantic, dans un environnement qui a été contaminé lors du déversement de pétrole brut qui s'est écoulé de trains qui ont explosé dans le centre-ville en 2013. On peut voir à droite Vincent et notre enfant, Alix, les pieds dans l'eau, assis sur un quai près du site que j'ai choisi. Un tel projet préfigure non seulement une participation à la continuation d'une biodiversité, comme j'ai mentionné plus tôt, en décontaminant des sites pollués, mais il tend également à établir des modes de relation plus harmonieux avec le vivant. En conclusion, suite à la mise en commun des arguments fournis par Vincent quant à la préfiguration anti-autoritaire et des exemples de pratiques d'art écologique préfiguratif que j'ai abordés, on peut comprendre les projets de Diane Borsato, du Synthetic Collective et plus précisément de Christina Battle en tant qu'action directe, qui se situe quelque part entre co-apprentissage, expérience socio-artistique et la réalisation d'utopies multiples et fluides. Sur ce, nous vous remercions de votre écoute et nous vous invitons maintenant à vous joindre à cette discussion et à nous poser vos questions. Alors, merci beaucoup tout le monde pour votre attention tout au long du vidéo.
Juste de passage, j'aimerais dédier en fait notre présentation d'aujourd'hui à Frédéric Duprat-Rossier, qui est un ami de longue date qui nous a quittés cette semaine. Puis c'est, à mon avis, un exemple d'une personne qui était préfigurative la société, des modèles sociaux qu'il voulait voir se réaliser. Puis donc, il va nous manquer beaucoup. Puis je trouvais que c'est vraiment un drôle d'adon, en fait, qu'on est en train de travailler sur cette présentation-là, puis que c'est arrivé. Donc, voilà. Également, si je peux ajouter, le modèle vidéo, en fait, qu'on a opté, comme vous allez pouvoir constater, on a opté pour le modèle vidéo pour qu'on puisse partager, en fait, une présentation qui soit fluide et pas trop interrompue. Mais la période de questions et réponses, elle, s'annonce à être potentiellement très chaotique parce qu'on est avec notre enfant. Donc, Alix va probablement interrompre et c'est une façon d'intégrer, même d'être préfiguratif dans notre façon de présenter puis d'intégrer des enfants finalement à des situations qui sont normalement très académiques, en fait, pour ma part, pour mon expérience, et où les jeunes enfants sont généralement plus mis de côté. Donc, ceci explique cela. Je vais me permettre une petite intervention, dans le fond. Les personnes sont invitées à partager leurs questions dans la discussion. Il y a aussi un module de questions-réponses. Et aussi, je vous propose, si vous avez envie, d'interagir directement avec Noémie, Vincent. Il y a une manière pour moi d'activer une petite fonctionnalité dans Zoom pour que vous puissiez avoir accès à le son, dans le fond, pour que vous puissiez poser votre question directement avec votre vraie voix, médiée par un ordinateur ou un téléphone. Alors, si vous avez envie de faire ça, vous pouvez le mentionner dans la discussion, puis moi, je vais faire la manipulation nécessaire pour que ça arrive. Merci. Alors... N'hésitez pas s'il y a des contenus ou des... En fait, je peux ajouter, en attendant que certains prennent le courage pour se formuler une question, que, bon, j'ai abordé sur une de mes slides, la première, là, sur un mouvement, le CHAZ, C-H-A-Z, à Seattle, que finalement, j'ai pas... En cours de préparation, j'ai jugé que c'était moins pertinent d'absolument le mentionner, mais là, comme on a un petit peu de temps, c'était l'été dernier, l'été 2020 à Seattle, durant les multiples manifestations contre les abus policiers aux États-Unis. Il y a eu un moment, une occupation en fait à Seattle autour d'un poste de police finalement qui a été déserté par les forces de l'ordre du quartier. Puis cette zone-là a été renommée la zone autonome en fait sans police. Et donc, je trouvais que c'était un bel exemple aussi d'une préfiguration qui est peut-être moins complexe, mais c'était une expérience finalement. Les gens qui ont participé à cette occupation-là voulaient une expérimentation finalement d'une communauté sans police. Et bon, évidemment, ça a pris fin, puis c'est généralement sur des durées limitées où en fait, ça évolue comme le reste de notre contexte, mais je trouvais aussi un bel exemple de préfiguration. Des petits bruits de cuisine en arrière. On accepte aussi les commentaires, hein, si ce n'est pas des questions. C'est la première fois qu'on fait vraiment un croisement de nos intérêts ensemble. Donc, depuis, 10 ans? Presque 10 ans, presque 9 ans de vie commune, en tout cas. Ouais. Donc, c'était vraiment une expérience super intéressante pour nous, mais on est encore dans l'expérimentation. Donc, une question qui s'en vient, OK. Oh, oui, génial. OK, Catherine, c'est la première fois que je fais ça, on va voir si ça marche. Je vais essayer de vous donner la parole.
Alors, Catherine. Oui, est-ce que ça fonctionne? Ça marche, bravo. Je le fais par audio, entre autres parce que je sais pas trop exactement comment je vais formuler ma question, donc ça se peut que ça soit très grossier et chaotique, là. Mais dans le fond, en tout cas, j'ai vraiment apprécié la présentation. Puis je me demandais comment aller dans le sens de la préfiguration sans devenir, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'il y a un danger d'être trop strict et trop comme perfectionniste dans le sens de qu'il faut vraiment habiter nos valeurs, puis tout ça, c'est certain, puis moi, je prône ça aussi. Mais on dirait que j'ai peur qu'on finisse par taper sur les doigts des personnes qui ont des bonnes intentions, puis qui pourraient être positifs pour le mouvement, dans le fond. Donc, je me demande c'est quoi les limites pour pas aller là, puis pour quand même garder les gens dans le mouvement, puis pas leur faire peur, avec ça, dans le fond. Ouais, excellente intervention, en fait. Tout à fait, de pas rester dans, finalement, j'ai des images qui sont surtout en anglais parce que j'avais fait monter cette présentation-là pour une présentation en anglais, mais le concept du Beautiful Soul chez Hegel, désolé aussi pour si je perds certaines personnes dans des références plus philosophiques, mais cette idée finalement qu'on doit incarner avec perfection notre utopie dans la façon, dans nos moyens, c'est en fait ce que j'essayais d'introduire avec la notion d'anti-autoritarisme puis de la fluidité finalement des utopies. Et donc, pour justement d'éviter de faire peur à certaines personnes ou de pas trop tomber à bras raccourcis sur des initiatives qui peuvent être finalement problématiques pour certaines, pour raisons X ou Y, le fait d'avoir des utopies multiples, puis d'accepter en fait cette cohabitation-là de différents objectifs, parce que ça, là, j'ai pas super élaboré sur cet aspect-là, mais en fait, si on va juger qu'on est en train de préfigurer un objectif X avec nos moyens, on va juger les moyens, en fait, l'efficacité des moyens en fonction de l'objectif à atteindre. Et donc, pour donner un exemple, si on est en train d'essayer si un mouvement est en train d'essayer d'avoir l'attention, finalement, un mouvement qui serait plus de type réformiste, qui essaie d'avoir l'attention des médias ou l'attention des autorités, bien de faire des gros stunts ou de faire une grosse manifestation qui attire l'attention peut remplir ce but-là, alors que d'autres personnes qui vont participer au même mouvement, l'objectif étant peut-être plus préfiguratif, mais pas forcément de passer par des courroies de transmission institutionnalisée, et plutôt de réaliser leur objectif, leur utopie, comme il y a une multiplicité de ces objectifs-là, puis la posture, en fait, qu'on propose, c'est une posture qui accepte qu'il y ait cette diversité d'objectifs différents, et donc, plutôt que d'essayer ça évite finalement d'être trop critique puis trop dur sur les initiatives des autres, parce que finalement, on essaie de s'inspirer, de s'influencer mutuellement plutôt que de remporter le concours de l'utopie, la meilleure utopie. Donc, je pense que j'ajouterais aussi que l'idée n'est pas de démoniser finalement les pratiques qui ne sont pas préfiguratives, mais plutôt de prendre conscience. En tout cas, j'ai l'impression que la préfiguration aide à prendre conscience de garder en tête quel est notre but, puis est-ce que les moyens qu'on utilise nous permettent de s'y rendre, parce que là, donc, n'importe quel moyen, mais est-ce que les moyens qu'on utilise incarnent notre but? Donc, ouais, ça veut pas dire que la préfiguration et tous les moyens qui sont pas préfiguratifs sont à proscrire, finalement. OK. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Puis, je pense que c'est vraiment sain, en fait, la fluidité que vous apportez dans vos idées, justement, là.
Puis je trouve effectivement que de diversifier les utopies dans le mouvement, puis d'arrêter de se battre entre nous pour qui a le plus raison, on est assez loin des utopies pour, je pense, que ça vaille la peine de s'unir pour avancer vers ça de manière globale. Fait que c'est ça, mais merci beaucoup pour votre présentation. Merci pour la question. Est-ce que ça a inspiré quelqu'un d'autre à nous poser une question? Je crois qu'il nous restait... Je me souviens plus exactement. Il nous reste quelques minutes. Jusqu'à 17h15, 17h18 maximum. Voilà, si on y va à la minute. Mais oui, si on peut, je vais en profiter du temps qui reste pour clarifier, peut-être essayer de faire du pouce sur cette question-là, de ne pas trop être critique de certaines initiatives aussi, ou juste les utopies, en fait, la fluidité, la préfiguration, mettons, telle qu'on l'a présentée, propose aussi que nos utopies changent elles-mêmes. Donc, un moyen ou une action qu'on peut juger pertinente et efficace à un certain moment, peut-être que plus loin dans notre propre cheminement va évoluer, ou j'hésite à utiliser le terme évoluer parce que ça implique une notion qui est une progression d'un point A à B plutôt que de se transformer. Donc, c'est ça que nos utopies peuvent se transformer. Donc, j'aime bien l'idée on n'y arrivera jamais, mais l'objectif n'est pas forcément d'y arriver, mais plutôt d'y travailler. Puis j'ajouterais à ça, je pense, dans l'utopie qui était visée par l'art écologique, on parlait beaucoup, on a beaucoup parlé de ça finalement ensemble pour trouver le bon vocabulaire. Puis, on était venu à la conclusion que les projets, je crois que je l'ai mentionné dans la présentation à la fin, mais en tout cas, ça a peut-être coupé un petit peu, on parlait de participer à une continuation de la biodiversité. Donc, ce n'est pas de réaliser quelque chose nécessairement, mais de participer à sa continuation ou à sa réalisation. Mais la notion de participation à est quand même importante dans cette fluidité-là des utopies. Oui, de ne pas s'inscrire comme les acteurs uniques, mais plutôt d'être partie intégrante finalement de ce processus-là de transformation, puis de réalisation, d'essayer de ne pas trop placer l'être humain complètement détaché de son milieu, puis de le regarder un peu comme la critique de Anthropocène de l'Expo, ou Anthropocène qui détachait finalement que c'est nous qui doivent sauver l'environnement et plutôt changer nos approches puisqu'on fait partie intégrante finalement, d'essayer de rester connecté, de ne pas se détacher trop des enjeux finalement. Ouais. Il nous reste encore 4 minutes. Si quelqu'un a une question ou un commentaire, on l'apprécierait beaucoup. Peut-être qu'Alex peut prendre des questions aussi. Non. Non. Pas de questions, pas de commentaires. Dans le Q&A, il y a Étienne qui dit que vous êtes les meilleurs. Et alors, vous le mentionnez. On l'avait vu, on ne savait pas trop comment y répondre. Merci, Étienne. Merci, Étienne. Étienne, qui est un ami qu'on connaît depuis si longtemps qu'on se connaît, qui partage ces réflexions-là aussi, pas au quotidien, mais presque avec nous. Donc, c'est le fun de savoir que tu es là. Ben oui. Ben, puis, si d'abord, tu peux faire un merci général à la grande transition. Puis merci, Élise, pour ton soutien et les bonnes idées en cours de présentation. Oui. Ouais, c'est vraiment super. Moi, personnellement, c'est ma deuxième participation à la grande transition. Puis, je trouve ça vraiment, c'est super l'opportunité de pouvoir partager ce genre de choses-là, puis
C'est sûr que le faire en personne, il y avait cette petite excitation-là là, d'être dans un congrès, puis d'aller voir plein de conférences, puis de se perdre dans les locaux de l'UQAM. Et à l'époque, Alix avait 1 an. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc, on très avait pu jeune. profiter aussi de la garderie qui était installée. Donc, c'était super intéressant. Je pense que cette effervescence-là n'est pas là, mais ça nous permet de pouvoir participer quand même. Donc, Ouais, et d'avoir le confort de notre maison. Ouais. Il y a toujours des bons côtés, peu importe le format, mais merci beaucoup à la Grande Tension. Je trouve que c'est vraiment une initiative qui est très, très cool, puis ça repose sur énormément de bénévolat, puis beaucoup de temps investi. Bravo, puis on espère que ça continue pour plusieurs années. Merci beaucoup. Je vais mettre fin à la séance. Ça va disparaître, ça va être magique. Merci à tout le monde et puis passez une belle continuation de grande transition. merci. Au revoir.